Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, vous avez regardé ou pas ce débat hier soir des Républicains sur LCI? Qu'est-ce que vous en pensez? On en discutait juste avant avec Jean-Marc Vittori et des Échos. Il n'y a pas grand-chose qui ressort. Je ne sais pas, il y a cette proposition d'Éric Ciotti. Vous en pensez quoi? Je pense que je démarre par là parce qu'on le voit à l'écran, mais la flat tax sur les revenus à 15%, il dit que ça rapporterait plein d'argent dans les caisses de l'État. Oui, mais... Sans parler des inégalités que ça peut engendrer aussi. Oui, enfin, moi j'aime bien quand même quand on fait des propositions de programme économique. Et ce que disait Jean-Marc à l'instant, qu'on ait une vision globale des problèmes structurels. Et deux, qu'on ait de l'évidence de recherche qui montre que la proposition a un effet sur les problèmes structurels. Donc on sait, il semble, parce qu'il faut toujours être prudent avec l'évidence quand on fait de la recherche, mais il semble que l'impôt qui fait le plus mal aujourd'hui en France, c'est les impôts de production. C'est vraiment les impôts de production qui ont l'air d'avoir un effet négatif assez significatif. Mais c'est 20 milliards par le président. 10 milliards, parce que le 20, c'est 10 milliards 2 années. Oui. C'est de 10 milliards. Sur combien? Si on voulait combler le gap avec l'Allemagne, je crois qu'il faudrait les baisser encore de 45 ou 50 milliards pour être au même niveau que les autres pays européens. Donc ça sera une bonne mesure. Donc vous avez Bertrand à la meilleure mesure, selon vous, parce que c'est lui qui a le plus loin. La taxation du revenu du capital, il n'y a pas d'évidence empirique forte que ça a un effet très positif sur l'investissement. Vous avez vu, il y a des travaux qui viennent de sortir, sont assez dubitatifs sur le fait que ça a vraiment un effet. Alors baisser les impôts de production serait certainement... Pourtant, on nous a largement dit que si on baissait les impôts sur le capital, oui, mais là, attendez, la flat tax, oui, mais David, là, on est revenu à la moyenne européenne, ou même au CDE. Notre taxation du capital maintenant en France est à peu près la moyenne au CDE. Avant, elle était monstrueusement plus élevée que la moyenne au CDE. On est rentré dans le rang, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faut passer en dessous de la moyenne au CDE? En plus, à un moment où, dans certains pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, on va remonter la taxation du revenu du capital. Bon, moi, je pense que si on a une marge de manœuvre budgétaire, le plus urgent, c'est pas de baisser encore la taxation du capital, c'est de baisser les impôts de production. Donc, Xavier Bertrand, la meilleure mesure, puisque c'est lui qui va le plus loin en matière de baisse d'impôts de production, avec 35 milliards. Oui, je pense que c'est une bonne mesure. Alors après, pourquoi le gouvernement présent ne le fait pas? C'est qu'il ne sait pas comment le financer. Sinon, je pense que le gouvernement présent l'aurait fait, aurait été plus loin que 10 milliards. Donc évidemment, le second sujet, je reviendrai sur les questions structurelles avant. Le second sujet, c'est comment on équilibre dans les 5 ans qui viennent le budget. On a beaucoup de dettes. Il est souhaitable, d'ici 5 ans, d'équilibrer le budget. Mais d'équilibrer, non. Mais il faut avoir au minimum... il va y avoir 2 chocs dans ces 5 années. Il va y avoir le premier choc qui est à un certain moment, la BCE arrêtera d'acheter les dettes des États. Alors, moins vite que la Réserve fédérale, mais peut-être en 2023, elle va arrêter d'acheter des nouvelles dettes. Et puis le deuxième choc, c'est qu'on va rétablir des règles budgétaires européennes. Alors, elles seront plus intelligentes, mais ça ne donnera pas une liberté énorme. Elles vont probablement permettre de financer par la dette un certain nombre d'investissements publics de la transition énergétique, ce qui est une bonne idée par ailleurs. Mais ça ne va pas nous permettre de faire un énorme déficit public financé par la dette. Donc ça veut dire que les 35 milliards de baisse d'impôts de production voulus par Xavier Bertrand... Il n'y a aucune règle européenne budgétaire qui autorisera de financer une baisse des impôts de production par l'endettement public. Donc c'est une promesse qui n'engage que lui. Donc c'est une promesse qui n'engage que lui. Il faut à ce moment-là montrer... Si vous voulez... J'aime bien la règle américaine. Quand le président des États-Unis propose au Congrès des dépenses supplémentaires, il doit montrer comment il les équilibre sur 10 ans. Qu'est-ce qu'il met en face comme recette publique supplémentaire de façon à ce que ça se finance? On devrait dire, c'est une bonne mesure de baisser de 35 milliards d'euros les impôts de production. Montrez-nous les 35 milliards d'euros de recettes que vous mettez en face. Et des vraies recettes, pas des trucs imaginés comme la lutte contre la fraude fiscale, enfin tous les trucs qu'on raconte quand on n'a pas d'idée. C'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir 35 milliards d'euros de recettes? Alors, il ne faut pas 35 milliards, parce que si vous baissez de 35 milliards les impôts de production, vous allez générer un supplément de production progressivement. Donc, une partie va s'autofinancer. Enfin, il va en rester à la louche 20 milliards à vraiment financer par des impôts. Donc, quelque part, c'est la réforme des retraites. Alors, ou la réforme de l'État. Après, pour dégager des marges de manœuvre. Alors, le consensus de la plupart des économistes, c'est que les deux façons de retrouver des marges de manœuvre budgétaires, c'est de la réforme des retraites. Mais on sait là que si on arrive à le faire, c'est parce qu'on leur a mis en face d'une politique publique qui plaira, qui sera acceptée et même plébiscitée par les Français.
Donc l'idée que défendent beaucoup d'économistes, par exemple, c'est la réforme des retraites adossée à un revenu universel pour les jeunes. Hein, vous voyez, ce genre d'idée. Pour dire aux Français, attendez, c'est un effort qu'on demande, vous allez travailler plus tard dans votre vie, mais regardez, l'argent, il va financer ça. Donc c'est à somme nulle. Voilà, c'est un truc à somme nulle avec une dépense qui est acceptée comme utile par une grande majorité des Français. On ne peut pas faire une réforme des retraites pour baisser les impôts de production, quoi. Ça c'est impossible politiquement. On peut peut-être faire une réforme des retraites pour faire un revenu pour les jeunes, hein, ou pour aider les jeunes à rentrer mieux sur le marché du travail. Donc ça aidera pas. Après, vous avez la fameuse question que vous abordiez déjà avec Jean-Marc de l'efficacité de l'État. Alors, quand on essaie de mesurer la productivité de l'État en France, je passe sur les détails techniques, hein, on peut avoir des indicateurs de productivité, la productivité de l'État français est très mauvaise. Elle est probablement 15% plus basse que la productivité moyenne des États dans les pays de l'OCDE. Hein. Donc on a un énorme potentiel d'amélioration de la productivité de l'État. Alors on l'explique par absence d'un bassin d'emploi de l'État. Donc la mesure qui vient d'être décidée par Emmanuel Macron, qui est de fusionner tous les corps d'administrateurs en un corps unique, ça va dans le bon sens. Il faut une RH de l'État, et pas des RH par silo, quoi. Je veux dire, il faut que les gens puissent bouger très facilement pour aller là où il y a besoin d'eux, quoi. Sa première réforme, donc ça commence pour les administrateurs Ensuite, on sait qu'il faut numériser beaucoup plus l'État. Ce qu'a fait Bercy. Bercy a fait des gains de productivité spectaculaires. Hein, donc c'est possible. La preuve, le ministère des Finances l'a fait. Donc il faut faire comme Bercy ailleurs sur la numérisation. Et puis, il faut effectivement, alors ça tout le monde l'a dit, réfléchir à la partie qui est des gens qui sont vraiment opérationnels et des gens qui sont uniquement dans l'administration pure, quoi. Le cas de l'hôpital étant parfaitement bien documenté. Donc, mais on doit pouvoir améliorer fortement la productivité de l'État. Simplement, il ne faut pas le présenter comme je vais supprimer 200 000 fonctionnaires. On peut améliorer la productivité sans supprimer de postes de fonctionnaires. Non, bien sûr. Améliorer la productivité de l'État, ça veut dire supprimer des postes de fonctionnaires. Voilà, ouais. Mais vous le faites de façon intelligente, sans dégrader la qualité du service public. Ah, mais quand on demande, quand on écoute les uns et les autres, ils veulent tout supprimer. Quand on leur demande où, il faut qu'il y ait plus de policiers, plus de gens à l'hôpital. Mais on sait quand même que globalement, l'État français est improductif, a une productivité très faible, y compris par rapport à des États où la qualité des services publics est nettement meilleure qu'en France. Donc on fait quoi concrètement alors ? Eh bien, je vous dis, on fait un corps uni, enfin, on supprime complètement le silotage. Hein, donc, on fait un bassin d'emploi de l'ensemble de l'État au sens très large. Donc, on peut aller de l'hôpital à l'intérieur, aux armées, et revenir à l'hôpital, etc. On numérise massivement toutes les administrations. Et on supprime combien de postes alors ? Mais on peut faire 15% de gain de productivité. Alors, pas en un an. En 10 ans, on peut probablement faire 15% de gain de productivité dans l'État. Donc, ça veut dire supprimer 800 000 postes à service public. Si vous comparez la France aux autres pays de l'OCDE, on a 15% de déficit de productivité. Donc, on doit pouvoir rendre l'État plus productif. Simplement, il ne suffit pas de dire on va supprimer les fonctionnaires. Il faut dire qu'est-ce que je fais, quoi, je dirais. Et la première chose, d'abord, c'est de mesurer la productivité. Quand les Suédois ont créé les grandes agences d'État, où ils ont donné des fonctions à ces agences avec un énorme gain de productivité de l'État en Suède, ils avaient, dans chaque agence, ils avaient des indicateurs de productivité qui étaient suivis par le Parlement tous les ans, etc., pour vérifier qu'on faisait bien les gains de productivité qui étaient annoncés. Avant de parler du CAC 40, juste pour clore sur ce débat d'hier soir, quels sont pour vous le ou la candidate qui, en économie, s'en est le mieux sorti, qui a les mesures économiques les plus appropriées eu égard encore une fois, aux nombreux défis qu'on va devoir relever en France. Je reviens juste sur mon point d'avant. C'est-à-dire, quels sont dans l'ordre de gravité décroissante, quels sont les grands problèmes ? Je pense que c'est les compétences. Ça reste les compétences. Je n'ai pas entendu grand-chose sur l'école, par exemple, qui est quand même un truc central. On a toujours un énorme problème de système éducatif. Tous nos scores, toutes les enquêtes le montrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur l'école ? C'est quand même un sujet, l'école, enfin au sens large, quoi, sur le système éducatif. Donc ça, on a... Sur le pouvoir d'achat, moi je ne suis pas du tout fanatique de la baisse des cotisations, parce que je pense qu'on arrive à la limite du système où on fait payer les salaires par l'État.
faire payer les salaires par l'État, je pense que c'est ce que la France fait depuis 20 ans. Hein. On fait la prime d'activité, la baisse des cotisations sociales sur les bas salaires, etc. Donc je pense qu'on arrive à la limite de ce système où on fait payer les salaires par l'État. Et aller plus loin dans une situation où on fait payer les salaires par l'État, moi, me paraît pas sain. Et puis on va quand même compromettre le financement de la sécurité sociale. Et puis c'est pas la même chose pour un salarié d'être payé par l'État ou d'être payé par son... Donc je pense qu'il faut monter les plus bas salaires dans les branches où les salaires sont très bas et que c'est économiquement faisable. Voilà. Après, comme je l'ai dit, je pense que la baisse des impôts de production, si on veut baisser les impôts, c'est vraiment, il me semble, le plus efficace. Hein, c'est celui dont on est le plus probablement convaincu que ça a des effets positifs après sur l'économie. Il faut mettre en face un financement, quoi, pour à peu près 60% de la baisse qu'on fait, en pensant que 40% se financera par le supplément de croissance. Allez, autre sujet à voir ensemble, Patrick. Le CAC 40, on est au-delà des 7000 points. Et c'est pas fini. Oui, et ça faisait un moment d'ailleurs que vous nous disiez moi je serais très à l'aise avec un CAC 40 à 7000 points. On se dit quoi, stop ou encore, jusqu'où ça peut monter sans que ça devienne déraisonnable? C'est pas déraisonnable, si vous voulez, c'est un prix d'équilibre. Alors on parle de bulle, mais ça veut rien dire, bulle. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez un des fondamentaux qui sont assez bons. Regardez, les résultats du troisième trimestre sont au-dessus des anticipations. Oui, mais on a juste retrouvé l'activité pré-crise. Donc est-ce que c'est normal que le CAC 40 soit... On a retrouvé l'activité pré-crise, mais le taux de marge des entreprises, en France par exemple, est le plus élevé depuis qu'on mesure le taux de marge, c'est-à-dire 1949. Donc les boîtes vont bien. Donc les entreprises vont incroyablement bien. On a un taux de marge historiquement élevé. Donc voilà, donc déjà les profits sont là, quoi. Ils vont continuer à être là. On a vraiment une amélioration d'efficacité, des gains de coûts, enfin bon, voilà. Donc les fondamentaux sont bons. La BCE va pas remonter ses taux d'intérêt avant, vous dites quoi, sur la première hausse 2023. 24. 23, ils le feront rien en 23. La Réserve fédérale va faire 23, la BCE 24. Et 24 et peut-être 25, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas c'est pas dans les 2 prochaines années. Donc on est tranquille sur les taux. On a les taux de marge les plus élevés depuis qu'on mesure les taux de marge depuis la Seconde Guerre mondiale. Les perspectives de croissance sont raisonnablement bonnes. Les prix des matières premières sont en train de baisser. Les goulots d'étranglement sont en train de se résorber progressivement. Donc honnêtement, les fondamentaux sont bons. Donc le rebond boursier, c'est 27% de hausse depuis le début de l'année, l'indice parisien. Tout ça est justifié pour vous? Et puis deuxièmement, on n'a toujours pas réinvesti la liquidité distribuée. Cette énorme liquidité distribuée aux épargnants, parce que c'est les 25% de Français les plus riches qui ont l'essentiel de cette liquidité qui était distribuée, donc ce sont eux qui achètent des actifs financiers, ils ne l'ont pas encore réinvesti complètement. On est très en retard dans le processus de réinvestissement, il y a trop d'argent qui est resté sur des dépôts à vue qui n'a pas été réinvesti, donc on a encore un potentiel d'investissement en actions qui est très important. Et troisième chose, globalement et internationalement, en 2022, l'Europe sera perçue comme allant mieux que les États-Unis. Ce qui va être vrai. La croissance européenne sera supérieure à la croissance américaine. C'est déjà le cas au 3e trimestre, très largement. Et ça va continuer. Donc il va y avoir ce qu'on commence à voir, une réallocation des flux internationaux du marché américain vers le marché européen. Quand vous ajoutez ça à des bons fondamentaux, une liquidité qui n'a pas été réinvestie, et des portefeuilles internationaux qui vont réallouer des investissements à la zone Europe, je pense qu'on n'est pas à l'équilibre sur le marché, ça va monter plus. Donc l'euphorie peut continuer. C'est quoi le potentiel de hausse sur le CAC 40 dans la limite de la posologie? Alors, moi j'utilise, j'en ai déjà parlé ici, un modèle qui est un modèle assez macro, qui est le modèle qu'on appelle réallocation de portefeuille. C'est-à-dire, vous regardez quelle est la structure de la richesse entre les actions, l'immobilier, le private equity, la liquidité, etc. Et quand on crée de la monnaie, il y a trop de monnaie. Et le portefeuille est rééquilibré quand la monnaie a été réallouée sur les autres actifs. Donc les prix des autres actifs ont monté de façon à ce que les poids des différents actifs dans la richesse reviennent à leur valeur normale. Quand vous appliquez ça aux actions européennes, vous trouvez un déficit qui est... Alors, il faut être prudent, c'est quand même des estimations. Enfin, dire encore, on est 10 à 15% en dessous des cours boursiers qui correspondent à l'équilibre de portefeuille. Donc ça fait qu'un CAC 40 à 8000 points, ça fait 8000, quoi, vous restez à l'aise. Je pense qu'à 8000, c'est le haut, quoi. Je veux dire, on peut monter à 8000. Au-dessus de 8000, on commencerait à s'inquiéter, mais à 8000, c'est cohérent avec ce modèle. Il faut bien comprendre que ce n'est plus les fondamentaux. Là. Ce qui tire la montée des cours, c'est la réallocation de la liquidité sur les actions.
Liquidité qui sera amenée à se réduire, encore une fois, dans les années à venir aussi. Non, parce que la BCE va continuer à acheter des... Non, en Europe, la BCE va changer son programme d'achat. Ça ne sera plus le programme pandémique qui s'appelle PEPP, ça sera l'autre programme qui s'appelle APP. Mais ils vont continuer à acheter avec l'APP, donc il y aura toujours de la liquidité distribuée. Donc il n'y aura pas du tout de rareté de la liquidité. Et par rapport aux fondamentaux, vous admettez qu'on s'écarte. Oui, mais si vous voulez, il faut comprendre... Sauf que quand on tire le ressort... Oui, mais quand vous injectez de la monnaie dans l'économie, par construction, vous faites monter les cours d'équilibre au-dessus des fondamentaux, et ce de façon permanente, tant que vous n'avez pas détruit la monnaie, parce qu'il faut bien que cette monnaie, elle s'investisse dans des actifs. Donc dans ce modèle où vous tenez compte des fondamentaux et de l'investissement de la monnaie, vous pouvez être durablement au-dessus des fondamentaux. Tout ça se tient, sauf si Sauf si l'inflation revient plus fortement et plus longtemps. Oui, alors en Europe, on ne le voit pas du tout. Aux États-Unis, on commence à être inquiet, quand même, honnêtement. Alors, ce n'est pas les matières premières. Les matières premières sont toutes en train de se retourner à la baisse. D'ailleurs, plus personne ne parle du gaz, parce que comme on veut semer la panique, personne vient sur un plateau de télévision dire que les prix du gaz en Europe ont baissé de 45% en un mois. C'est-à-dire que les prix de l'électricité vont baisser de 45%. Les prix des semi-conducteurs ont baissé de 35%. Quand on dit les prix des semi-conducteurs, c'est lesquels? C'est les prix des semi-conducteurs, les prix spot des semi-conducteurs, ils ont baissé de 35%. Malgré les pénuries? Oui, le prix d'un container entre la Chine et les États-Unis, qui est le truc, vous savez que le trafic de porte-containers Chine-États-Unis est 2 fois plus élevé qu'avant la Covid. Et les prix ont déjà rebaissé d'à peu près 25%. Les prix des métaux sont en train de baisser. Donc l'inflation matières premières, elle est en train de sortir. Alors après, en Europe, il n'y a pas d'inflation salariale. La productivité augmente à peu près autant que les salaires. Aux États-Unis, comme l'économie ralentit, la productivité ralentit, et là, du coup, les salaires augmentent plus vite que la productivité. Donc c'est pas tenable. On a quand même des coûts salariaux aux États-Unis qui augmentent de 4% par an. Donc le vrai sujet d'inflation, il n'est pas chez nous, il est aux États-Unis, mais en même temps, s'il est aux États-Unis et si la Fed resserre plus que prévu, ça aura évidemment un impact sur les marchés européens. La Fed va pas resserrer beaucoup et la Fed va être extrêmement prudente. Mais enfin, c'est vrai qu'on a de l'inflation aux États-Unis et pas en Europe. Est-ce que cette inflation américaine va faire monter les taux d'intérêt à long terme en Europe à un niveau qui inquiéterait le marché des actions européennes? J'y crois pas du tout. Parce que déjà, il y a un premier amortissement qui est la Fed, qui, elle, n'a pas du tout envie de laisser monter anormalement les taux d'intérêt. Il y a un deuxième amortisseur, c'est la transmission des taux américains vers les taux européens. Donc ça va être petit. Et alors, juste encore une seconde, David, quand même, la stratégie des banques centrales, je pense qu'on la voit se dessiner assez clairement. Ça va être quand il y a... Regardez la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale. À nouveau, la BCE n'a pas ce problème du tout, ou la Banque du Japon. Quand il y a de l'inflation, on fait un signe. On fait un signe en disant « oui, je m'en occupe ». Donc, on va réduire les achats aux États-Unis. La Banque d'Angleterre va finir par monter ses taux d'intérêt, sans doute. Mais ce signe est très petit. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à une hausse des taux d'intérêt qui est plus faible que la hausse de l'inflation. Donc, la réaction à l'inflation des banques centrales fait baisser les taux d'intérêt réels. Et quand vous faites baisser les taux d'intérêt réels, c'est bon pour les actions, même si l'inflation a monté. Et donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'erreur de politique monétaire possible. Alors, il y a le géopolitique. Il ne faudrait pas que les Chinois envahissent Taïwan. Ce serait quand même... Il y a un risque géopolitique qui est clair, qui est évident. Qui est latent, qui est là depuis toujours. Oui, mais qui est assez tendu quand même en ce moment, autour de la Chine. Il va y avoir un risque politique en France, mais enfin, on ne voit pas trop que ça soit déstabilisant. Il y a midterm aux États-Unis. Puis il y a la crise sanitaire aussi. Si les vaccins n'étaient pas aussi, la vaccination n'était pas aussi forte qu'on l'espère aujourd'hui. On voit aux États-Unis, et c'est une des raisons pour lesquelles les chiffres du troisième trimestre ne sont pas bons. C'est quand même le retour de beaucoup de cas. Mais enfin, honnêtement, on ne voit pas une gigantesque, une menace économique. On ne voit pas une gigantesque menace économique quand même. Ce qui est dingue, c'est qu'au final, on se quitte là-dessus, mais le tapering, il est passé quand même aux États-Unis comme une lettre à la poste. On a glosé pendant longtemps en disant « oh là là ». Mais David, tout le monde a compris quelque chose qui est fondamental, c'est que ce qui compte, c'est le stock d'obligations détenues par la Banque centrale. Et ce stock, il ne baisse pas. Et la Réserve fédérale va stabiliser le stock au mois de juin de l'année prochaine, mais ce stock, elle ne le fera pas baisser. C'est-à-dire qu'elle va maintenir la... Quand ils avaient en 2010... Mais si d'aventure ils devaient faire baisser, là on change de monde. Voilà. Parce que là, vous remettez des obligations dans le marché. Et quand, en 2018, début 2019, la Réserve fédérale essaie de faire baisser la taille de son bilan,
ça se passe très très mal, hein. Les cours boursiers souffrent, les spreads de crédit Alors qu'est-ce qui pourrait faire baisser la taille du bilan de la Fed? Non, je pense qu'ils ont été traumatisés par l'expérimentation 2018. On a eu une baisse de 20%, je crois, des indices boursiers. Et en 2019, alors qu'on est à 3,5% d'emploi, ils recommencent leurs achats quoi, hein, pour remettre de la liquidité. Il y a eu un gros problème de liquidité dollar aussi. Hein. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui déjà des tensions sur la liquidité dollar, donc je ne vois absolument pas la Réserve fédérale réduire la taille de son bilan. Donc ils vont arrêter de la croître. Et on sait que ce qui compte, c'est la taille du bilan, ce n'est pas les flux d'achat. Et n'oubliez pas par ailleurs que les émissions, le déficit public des États-Unis, il est divisé par 2 entre 2021 et 2022. Donc les émissions de dette par l'État américain vont être divisées par 2. Si on a une inflation, on finit là-dessus Patrick, à 5% aux États-Unis, fin 2022, la Fed ne restera pas les bras ballants. Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ils mettront les taux à 3. Donc on aura des taux à 3 aux États-Unis et des taux réels à -2. C'est-à-dire que dans le passé, on avait un corpus théorique de la politique monétaire qui était assez clair. C'était quand l'inflation montait, il fallait que les taux d'intérêt montent plus que l'inflation. Parce que ce qui combat l'inflation, c'est la hausse des taux d'intérêt réels, hein, pas des taux d'intérêt dominos. Si votre réaction, c'est de monter les taux d'intérêt dominos, mais moins que l'inflation, en réalité, vous passez une politique monétaire plus expansionniste. C'est ça la grosse astuce. Donc en apparence, elle remonte, mais en différentiel. Du point de vue diplomatique, vous dites, regardez, je suis sérieux, c'est exactement le discours de la Banque d'Angleterre, quoi. Je suis sérieux. Beaucoup moins que la hausse de l'inflation. Mais comme je réagis moins que la hausse de l'inflation, en réalité, ma politique monétaire devient encore plus expansionniste. Et donc, c'est bon pour les marchés. Et c'est bon pour les marchés. La boucle est bouclée. Merci beaucoup. Merci Patrick David. Artus, donc, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursa. Merci Patrick.